Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui on vous parle de la découverte de l'année et c'est pas moi qui le dis. Comment ça va Sophie ? La découverte de l'année, tu nous teases quelque chose d'assez incroyable là. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on va apprendre, je sais pas moi, que les cacatoès sont capables de résoudre des équations du second degré ? Ce ne serait pas surprenant. Je pas... Ouais, non, je pense qu'on en est pas loin. Hein. Un cacatoès bien entraîné, pourquoi pas ? Ah, c'est vrai. Après, les oiseaux savent compter, donc voilà. de là résoudre les équations, il n'y a qu'un pas. Hein. Exactement. Il n'y a qu'un pas. C'est maintenant à eux de montrer qu'ils sont capables de le faire. Mais on parlera d'histoire, Sophie. Tu sais que j'aime beaucoup parler d'histoire. On parlera d'une histoire qui nous remontera 40 000 ans en arrière. Mais j'en dis pas plus. Et toi, Sophie, tu nous parles de quoi ? Moi, je vous parle d'un petit oiseau très mignon, qui a d'ailleurs toujours, qui a souvent eu une réputation pas top d'ailleurs, qui s'appelle l'océanite tempête. Absolument, océanite tempête, incroyable, hein. Oiseau, auteur notamment, auteur. On va dire plutôt acteur de mythes et de légendes, quelque part. Exactement. Mais tu auras peut-être l'occasion de nous en reparler. Peut-être que tu nous en reparleras dans la première partie, Sophie. Allez, je vous teaserai la découverte de l'année dans la seconde. Mais avant tout ça, vous en avez l'habitude, la rétro piou-piou. Sophie, qu'est-ce que tu as découvert de ton côté qui ne méritait pas forcément qu'on s'y attarde, mais qui était intéressant pour qu'on en parle ? Alors, une petite étude qui est sortie le 6 août donc de cette année, donc très récent, qui nous explique que oui, les oiseaux mettent des plantes aromatiques dans leur nid, ça arrive, mais qu'en fait non, ça ne sert pas à booster leur système immunitaire comme on avait possiblement suggéré avec des hypothèses précédentes. Donc c'est un article qui a été publié dans Ibis, et on vous mettra évidemment les liens en description. Ça a été testé sur évidemment de la mésange bleue, hein, on la présente plus celle-là, c'est normal. Avec deux groupes d'oiseaux, avec un groupe d'oiseaux qui avait des nids avec, ils avaient mis de la menthe pour l'expérience en question, et un autre groupe d'oiseaux où il n'y avait pas spécialement de menthe dans les nids. Voilà, pour avoir un témoin. Et donc évidemment, on a testé ensuite le système immunitaire des parents, voir s'il était plus efficace lorsqu'il y avait de la menthe dans les nids, et le système immunitaire des petits aussi, et ça ne change rien du tout, donc on sait toujours pas pourquoi ils s'amusent à mettre des herbes aromatiques dans le nid. Exactement, voilà. Parce que moi j'allais aussi parler de ça dans la rétro. Je me suis dit que c'était un sujet hyper intéressant. Et d'autant plus intéressant que, comme tu l'as dit Sophie, pour le coup, on a un résultat négatif d'une étude. Et c'est rare qu'on présente un résultat négatif dans une étude. Hein. Ça peut totalement être une possibilité dans la science. Et donc là, effectivement, on a remarqué qu'il n'y avait pas spécialement d'intérêt pour les oiseaux à mettre des plantes. Voilà. Ils ont remarqué qu'il y avait un nombre plus élevé de plantes hétérophiles, donc c'est-à-dire des feuilles avec des plantes avec des feuilles différentes. Mais pareil, ils savent pas pourquoi. Voilà. Pour l'instant, on a un gros point d'interrogation. Cette apparition de plantes. Voilà. Bon, merci Sophie d'avoir parlé de ce sujet. Non mais t'inquiète, peut-être que je vais te piquer le prochain. Puisqu'on va parler de grands corbeaux. Voilà, les grands corbeaux donc qui font parler d'eux. Donc vous savez, les grands corbeaux, c'est les plus grands des corbeaux, c'est les plus grands des passereaux. Ils peuvent atteindre 1 mètre de long, ce qui est énorme quand on y pense. Et là, on s'intéresse sur leurs caractéristiques de charognards, puisque on a remarqué dans différentes études et aussi sur le terrain que les charognards attendaient généralement le passage d'espèces différentes d'elles comme source d'information pour justement chercher la nourriture afin de voir s'il n'y a pas un danger ou quelque autre problème de ce genre. Et donc on a étudié ça chez les grands corbeaux en Autriche. C'est une population qui se trouve dans le Cumberland Wild Park. C'est une population de corbeaux qui est très très bien étudiée. Il y a à peu près une 50aine d'oiseaux qui sont dans ce parc, principalement non nicheurs. Ça c'est une information intéressante. Oui. Pas spécialement, on va dire, de
de retomber dans la conclusion de l'étude, mais c'est une information intéressante quand même, dont la moitié des individus a été baguée. Là aussi, comme dans la précédente expérience, Sophie, 2 expériences d'une certaine manière, 2 sites qui ont été choisis, donc un site entre un site de recherche de nourriture inconnue et un site familier, et dans l'expérience numéro 2, un autre site avec cette fois-ci le placement d'un objet qui n'est pas, on va dire, habituel à voir dans un parc animalier, en tout cas pour les oiseaux, et qui a été placé à proximité de l'un des sites. Et ben dans les 2 expériences, on a remarqué que les grands corbeaux retarder leur approche initiale jusqu'à justement qu'on trouve un animal qui puisse tâter le terrain et qui puisse quelque part dire c'est bon les gars, y a rien à signaler, tout va bien. Et ces animaux, c'était les sangliers, Sophie. Voilà. C'est des sangliers. Et des sangliers, exactement. Donc on n'est pas du tout sur une espèce d'oiseau, on n'est pas du tout sur les écureuils, puisqu'on sait qu'il y a quelque part une espèce de communication entre les oiseaux et les écureuils. Il y a des études, peut-être il y a 2 ou 3 ans, qui avaient montré ça, notamment les liens établis entre l'écureuil roux, si je dis pas de bêtises, et le jet des chênes. Donc on savait qu'il y avait une espèce de partage d'informations, mais on ne savait pas effectivement que les grands corbeaux étaient capables de communiquer entre guillemets, avec des sangliers, ou en tout cas de prendre des informations de ces animaux-là. Et encore une fois, eh bien, ça démontre toutes les capacités extraordinaires d'adaptation de ces oiseaux et toutes les incroyables, les trésors d'ingéniosité qu'ils déploient pour éviter de rencontrer des problèmes. Ils sont pas fous, quand même, on sait jamais. Mais ça marche avec beaucoup d'autres animaux et beaucoup d'autres oiseaux. Tout ça aussi, c'est des relations qui se retrouvent très fréquemment dans le règne animal, mine de rien. Alors, pas forcément une relation, parce que bon là, ils se parlent pas directement, d'après ce que j'ai compris. Absolument. C'est ça, non? Mais y a pas de... c'est une observation. C'est juste une observation du corbeau sur le sanglier, du coup, qui lui permet de déduire qu'il y a aucun danger. Mais ça existe dans beaucoup d'autres espèces dans le règne animal, c'est assez courant. À préciser, dans l'expérience 2, du coup, j'avais dit qu'il y avait un objet qui avait été placé au sol et que cet objet n'était pas un objet qu'on trouvait dans le parc. Eh ben, l'objet a eu un effet quelque part d'aversion chez les grands corbeaux, ce qui accrédite les nombreuses thèses, notamment la fameuse étude réalisée sur la pivoleuse à l'université d'Exeter en 2014, qui disait que les oiseaux étaient davantage néophobes, c'est-à-dire ont peur des nouveaux objets qu'ils voient introduits dans l'environnement. Là, on retrouve à nouveau cette néophobie. Ça, ce serait à tester avec les cacatoès, justement, parce que eux, ils ont pas l'air d'être très néophobes. C'est vrai. C'est vrai. Ça m'intéresserait. S'il y a des collègues australiens qui nous écoutent, voilà, n'hésitez pas. Très bien. Sophie, moi j'ai fini mes devoirs. Sophie, qu'est-ce que tu as à raconter d'autre mais non, pas de souci. Dans le domaine de l'ornithologie cette semaine. Alors moi, du côté du coucou. Alors le coucou de chez nous, le fameux coucou gris, que vous connaissez bien. Une petite étude est sortie donc il y a pas longtemps, sur les habitudes de parasitisme du coucou gris, parce que vous savez que c'est un oiseau donc qui va pondre ses œufs dans le nid d'autres oiseaux, notamment d'un petit oiseau qu'on appelle la rousserolle turdoïde. Petit oiseau qui est tout brun, ça va être difficile à différencier du reste, mais voilà. Il y a comme un motif qui se dessine sur les derniers épisodes. Oui, un peu, ouais, un petit peu. Et en fait... Bon, on avait eu pas mal déjà d'émissions, je sais pas si tu te souviens, où on avait expliqué que voilà, le coucou avait des préférences pour certains nids comparés à d'autres en fonction de la forme du nid, en fonction de l'endroit où il était placé dans les arbres, que c'était peut-être plus facile à parasiter ou pas. Et là, on est sur une dernière étude qui nous explique qu'il y a aussi des préférences temporelles, c'est-à-dire qu'il va plus aller pondre ses œufs dans l'après-midi plutôt que dans la matinée. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la matinée, les parents, ils sont dans le nid. Donc c'est compliqué. Voilà. Exactement. Donc, et heureusement que je n'ai pas pris cette étude, parce que c'est aussi un sujet que je voulais évoquer dans le courrier de la Sterne. Décidément. Décidément. Cette semaine, c'est terrible. Enfin, mais il y a eu plein de papiers hyper intéressants en plus cette semaine. Mais oui. Mais désolé, je t'ai interrompu.
Mais c'est pas grave, non c'est pas grave, mais du coup, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que si vous avez l'intention d'observer ce genre de comportement du coucou, au printemps principalement, préférez l'après-midi, parce que c'est vraiment à cette période-là de la journée que le coucou va effectivement pondre ses œufs, donc plutôt après 14 heures, visiblement, d'après ce qui a été dit dans l'étude. Intéressant. Eh ben merci Sophie, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Non, je crois que ça ira pour aujourd'hui, du coup je t'ai piqué assez de sujets. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est pas grave, on va quitter la forêt pour partir vagabonder sur les océans et sans doute le Pacifique. On va parler d'Océanie de tempête dans cette première partie du Courrier de la Sterne. Après le calme vient la tempête, Sophie, mais de quel oiseau est l'océanite ? Qu'est-ce qu'on va découvrir chez cet oiseau on l'a dit, moteur de nombreux mythes et légendes. Alors je sais plus si on en avait parlé déjà dans le Courrier de la Sterne, mais en tout cas j'en ai pas souvenir. Je crois pas, mais on a parlé de beaucoup d'oiseaux marins qui provoquaient des malédictions ou ce genre de choses-là. C'est marrant. Et à titre personnel, l'océanite de tempête, c'est un oiseau que j'évoque dans des conférences liées justement à ces mythes et légendes. Donc, mais je crois pas que dans le Courrier de la Sterne on ait parlé de cet oiseau particulier. Il me semble pas. Donc j'avais envie d'en parler parce que c'est quand même un petit oiseau qui est bien sympathique. Et mine de rien, c'est quelque chose qui est pas forcément très bien connu parce que c'est un oiseau qu'on ne côtoie pas très souvent, notamment en France. On le voit pas souvent en France. Et pourtant, c'est quelque chose qui fréquente de temps en temps nos côtes, notamment du côté de la Bretagne, donc sur les petites îles bretonnes. Ah bah, on est vachement du côté du Pacifique, dis donc. Je connais bien mes oiseaux, moi. Oui. Non, oui, écoute, c'est un océan, voilà, on va dire que... Mais en fait, c'est un oiseau qui est assez commun sur les côtes européennes, mais principalement dans les côtes européennes du Nord, autour de l'Islande, ce genre de choses. Mais on en a quelquefois qui arrivent en Bretagne et qui vont nicher sur des îlots un peu à l'écart des côtes, parce que ça n'aime pas trop le contact avec le reste de la faune et de la flore. Tout simplement parce que c'est un oiseau qui est assez petit, quand on parle d'Océanie de tempête, c'est un petit pétrel pour vous donner une idée de la forme générale de l'oiseau. Il est plus dans les tons bruns, avec un petit peu de blanc sur le croupion, c'est assez mignon comme oiseau, c'est vraiment tout petit, on est quand même sur un animal qui mesure une quinzaine de centimètres seulement, c'est pas bien grand, et ça pèse moins de 30 grammes. Donc voilà, ça vous donne une idée quand même de la bestiole, c'est vraiment tout petit. Petite particularité aussi, c'est un oiseau, comme la plupart des pétrels d'ailleurs, qui ne peut pas marcher correctement sur le sol, qui va passer la majeure partie de son temps en l'air, parce que ses pattes ne sont pas suffisamment développées pour qu'il se déplace normalement, donc vous verrez pas un pétrel se balader sur ses deux pattes comme vous verrez un goéland se balader sur ses deux pattes. Ça veut pas dire qu'ils se posent pas au sol, ça veut juste dire que ils vont avoir cette démarche très particulière où en fait ils vont s'appuyer un peu plus sur l'os suivant plutôt que sur les petits doigts. Donc c'est un peu particulier la manière dont ils se déplacent au sol. Et ils ne vont aller au sol donc que pour nicher. Mais ça veut aussi dire que sur le sol, ce sont des proies extrêmement faciles pour tout ce qui est chat, chien et autres bestioles du même style. Et donc ça veut dire qu'ils choisissent principalement des îlots très reculés en mer pour aller nicher parce que c'est les seuls endroits où ils sont à peu près tranquilles. Donc voilà, un petit point récap sur ce petit pétrel qu'on n'a pas encore évoqué, histoire de vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Alors, cet animal, contrairement à beaucoup d'oiseaux dont on a déjà parlé, ce n'est pas un animal qui est en voie de disparition, ni en voie d'extinction d'ailleurs. Ça, pour une fois, c'est plutôt bien. Donc on est... donc on est dans ce qui s'appelle la préoccupation mineure, c'est-à-dire que pour l'instant c'est pas classé comme étant quelque chose dont on a besoin de s'occuper. Et c'est un animal donc qui a quand même des effectifs assez importants, donc sur toutes les côtes de l'Europe, comme je l'ai dit plus tôt. Et qui... ses effectifs sont un peu en déclin ces dernières années, on va pas se mentir, malheureusement le changement climatique et tout le reste n'ont pas forcément aidé. Mais pour le moment, ça va.
C'est pas un animal qui a vraiment besoin d'aide, comme beaucoup d'autres en ce moment. Tu as évoqué tout à l'heure des histoires de croyances autour de ce petit océanite tempête. Il y en a pas mal. Alors déjà, rien que son nom. Oui. On va commencer par son nom parce que c'est le plus simple. Océanite tempête, pourquoi ? Parce que les marins, il y a déjà très longtemps, se sont rendus compte que on voyait souvent l'oiseau voler pendant les tempêtes. Et alors ils se sont dit, il y a deux solutions. Soit c'est un oiseau, quand on le voit, il annonce les tempêtes, donc c'est pas forcément un bon présage. Soit c'est carrément un messager des dieux qui vient nous dire qu'il y a un problème et que si jamais on y touche à ce messager des dieux, c'est nous qui aurons un gros problème. Donc il faut absolument pas y toucher, ne pas le tuer, ne pas y faire quoi que ce soit. Donc il y a pas mal de croyances autour de cet animal, d'où son nom, océanite tempête. Et en fait, c'est pas que il se balade uniquement pendant les tempêtes, cet animal-là, c'est juste que, de par le fait qu'il se pose très rarement au sol, oui, quand il y a beaucoup de vent, il a tendance à être en l'air et à prendre le vent, et voilà. Donc oui, il va voler pendant les tempêtes. Il se pose de temps en temps, alors il va se poser principalement quand la mer est calme, il va se poser un peu sur l'eau, mais du coup vous le verrez pas voler quand la mer est calme, donc c'est aussi pour ça que vous le voyez surtout quand il y a des tempêtes en fait. c'est un peu normal au final. Donc un petit surnom qui lui a valu bien des malheurs parce que on s'en est beaucoup méfié et certains l'ont même d'ailleurs pourchassé à cause de ça en disant que voilà, c'était un oiseau de malheur, fallait l'abattre. D'autres disaient qu'il fallait absolument pas l'abattre parce que c'est ça qui causait le malheur derrière. Enfin bref, tout plein d'histoires à dormir debout sur ce pauvre océanite tempête qui n'avait rien demandé à personne, hein, on le rappelle. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il y a eu une petite publication qui est sortie juste fin juillet de cette année, sortie dans Ibis, encore une fois, et on nous explique que l'océanite tempête, on reparle encore des histoires de tempête avec cet animal, on nous explique que cet animal, c'est en fait un oiseau qui est plus nocturne. Alors il y a pas mal d'oiseaux qui sont nocturnes, notamment au niveau des oiseaux marins, parce que ça leur permet d'aller se déplacer en fait sous couvert de l'obscurité et d'attraper des proies plus facilement, notamment tout ce qui est poissons, animaux pélagiques, qui vont remonter pendant la nuit, parce que c'est là où il y aura moins de prédateurs. Eh bien, ça permet aux oiseaux donc d'aller les capturer plus facilement sans se faire repérer, parce que vous imaginez bien que lorsqu'on a une grosse ombre qui se balade au-dessus de la surface de l'eau, quand on est un poisson, on n'a pas forcément envie de remonter. Alors que quand il fait nuit et que les ombres ne sont plus là, c'est beaucoup plus simple pour l'oiseau en question d'aller récupérer le poisson qui ne se doute de rien, pauvre bête, et donc d'aller manger grassement. Et ces océanites tempêtes, c'est effectivement des pêcheurs, hein, c'est des oiseaux de mer, et ils vont capturer tout ce qui est petite proie pélagique. Donc on parle évidemment de plancton, hein, du zooplancton principalement, mais on va aussi voir des petites méduses, des petits poissons, enfin bref, des petits crustacés, un peu de tout ça qui va flotter à la surface. Et principalement, ils y vont pendant la nuit. Donc d'une, parce que c'est plus facile d'attraper les proies la nuit, mais de deux, parce que aussi il y a moins de prédateurs pour eux la nuit. On le rappelle, l'océanite tempête, c'est un tout petit oiseau, hein, ça c'est la proie de plein d'autres trucs, l'océanite. Il se fait manger aussi par d'autres oiseaux marins d'ailleurs, hein, c'est les goélands et tout ça, ils n'hésitent pas à venir se payer une tranche d'océanite tempête quand ils le peuvent. Donc ce pauvre petit oiseau, et après ils sont maudits, ils se prennent des tempêtes dans la tronche, c'est terrible. Exactement. Ah. Mais bref, ce pauvre petit oiseau, donc pour éviter les problèmes, il va simplement sortir la nuit pour se nourrir. Alors les chercheurs dans l'étude ont noté qu'il y avait deux zones qu'ils favorisaient pour aller se nourrir. Donc on a des zones qui sont assez proches des sites de nidification, qui vont être donc autour de ces petites îles qui sont loin en mer. Et on a... Plutôt logique. Voilà, donc c'est assez logique. Et on a d'autres sites qui cette fois-ci sont beaucoup plus éloignés, dans lesquels il ne va que lorsqu'il fait particulièrement nuit, et quand il fait nuit sombre, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de lune, qu'on n'a pas beaucoup d'étoiles, et que vraiment il y a des gros nuages qui masquent tout. Dans ces cas-là, il semblerait que l'océanite tempête... Okay. il est un peu plus confiance en lui, et il vole un peu plus loin pour aller chercher sa nourriture. Mais ça, il ne le fait que lorsque le ciel est couvert. Et ça, c'est très intéressant, donc c'est une des conclusions de l'étude en question. Il se rend compte que, oui, ces zones-là, certes, mais uniquement quand il y a des nuages. Sinon, non.
Et les zones qui sont plus proches des sites de nidification et des petites îles, par contre, ça va être des zones qui vont être visitées assez régulièrement, notamment en période de reproduction, parce qu'il faut quand même pas mal de nourriture pour nourrir le poussin, hein, il faut pas se le cacher, c'est quand même des ventres, ces trucs-là. Et donc dans ces cas-là, ils ont pas forcément le temps d'aller très loin en mer pour aller chercher de quoi manger, et parfois il faut qu'ils sortent aussi dans la journée, enfin bref. Donc c'est ces zones-là qui vont être préférées parce qu'elles sont un peu plus proches des côtes et possiblement un peu plus protégées, et il y a un peu moins de danger inconnu dans ces choses-là. J'imagine que si c'est plus proche, on les connaît mieux, c'est plus simple d'accès, enfin bref. Voilà, c'était les hypothèses des chercheurs en tous les cas sur pourquoi ces zones-là sont préférées quand il ne fait pas nuit noire. Et alors, les conclusions de l'étude sont intéressantes parce que vis-à-vis en fait des conditions météorologiques actuelles, et c'est des recherches qu'ils ont mises en avant dans cette étude aussi, on a en fait un changement de la quantité de nuages qui est présente autour des côtes, et notamment dans les endroits où ces oiseaux sont présents, donc autour des côtes européennes. En fait, on a de moins en moins de couverture nuageuse ces dernières années. Et bon, ça c'est le changement climatique, hein, encore une fois. Donc ça c'est les données météo qui nous donnent tous ces comptes rendus là. Et malheureusement, pour les océanies de tempête, il y a de moins en moins de nuits qui sont vraiment noires, avec des nuages qui vont vraiment couvrir la Lune et qui vont vraiment donner cette espèce de nuit noire, hein, où ils pourront se déplacer sans être repérés. Sachant qu'ils sont bien noirs, ils ont vraiment besoin du couvert des nuages pour pouvoir se déplacer, ni vu ni connu. Et en fait, la question se pose, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pourrait réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer pour ces animaux-là lorsque on n'aura plus suffisamment de nuages pour qu'ils puissent bénéficier de ces nuits noires pour aller chercher leur nourriture là où il le faut? Parce que, les zones à proximité des îles où ils vont chercher leur nourriture de temps en temps, c'est pas forcément les meilleures zones pour aller pêcher. C'est des zones qui sont un peu à découvert, c'est des zones qui sont certes plus proches des sites de nidification, mais qui sont pas forcément plus poissonneuses. Donc c'est pas des endroits où ils vont vraiment pouvoir se nourrir correctement, refaire les batteries, etc. C'est pas les meilleurs endroits pour attraper leur proie. Donc le jour où en fait on aura plus suffisamment de nuages pour que ces oiseaux-là parviennent à trouver des endroits où se nourrir correctement. Tu veux parler du projet un peu stupide de certains manias qui veulent faire des espèces de comment dire, de panneaux lumineux géants dans le ciel pour qu'on soit éclairé toute la journée. Il y a eu ce projet-là et j'espère que ça ne passera pas. Mais bref, il faut se rendre compte que le couvert de la nuit et le couvert des nuages, c'est quelque chose qui est essentiel pour certaines espèces. Et bon, c'était juste une réflexion qui m'était venue en lisant cet article, et on se rend pas compte en fait des besoins de certaines espèces, parce que nos besoins à nous, on préfère quand il fait beau, c'est sûr, et bon, la pluie certes c'est bien pour les cultures, mais généralement on l'apprécie pas trop, et les nuages, on préfère voir la lune, on se dit c'est quand même mieux. Oui, mais en fait il faut se rendre compte que chaque espèce a vraiment des demandes particulières, des besoins particuliers. Et si on change un tant soit peu le rythme des saisons ou la météo, ça a des conséquences parfois qui sont désastreuses. Donc j'espère que pour ce petit pétrel, les conséquences ne seront pas trop difficiles malgré un changement climatique imminent. L'avenir nous le dira. Hein. Mais voilà, c'était juste une petite conclusion intéressante sur comment ça va se passer dans le futur pour toutes ces espèces-là. Sujet ultra intéressant qui fait un peu le contrepoids de la pollution lumineuse d'une certaine manière, puisque là on se retrouve avec la nécessité d'avoir comment dire, un environnement sombre. J'avais une question, Sophie. Tu parlais que ces oiseaux allaient plus loin pour chasser. Comment est crédité ce plus loin dans l'étude en termes de distance? Est-ce que par exemple ce sont des oiseaux qui vont jusqu'au Pacifique, hein, pour reprendre les mots d'un célèbre ornithologue qui va malheureusement raccrocher les jumelles après cette émission? Non, c'est pas très très loin en fait. Faut imaginer, ça reste quand même à proximité des îles. C'est vrai que j'ai dit que c'était plus loin, mais pour un petit oiseau comme ça fait quand même assez loin, mine de rien. Donc faut imaginer qu'autour des îles, vous avez plusieurs niveaux d'eau avec plusieurs profondeurs. Donc il y a déjà le niveau qui est beaucoup plus proche de l'île, qui va être des eaux généralement assez
assez peu profondes, et vous avez les niveaux suivants qui vont être des eaux beaucoup plus profondes dans lesquelles on va avoir plus de vie marine, souvent avec justement les organismes pélagiques qui vont arriver. Passer cette... c'est pas énorme, c'est pas très très loin en mer, hein, mais pour un petit oiseau, ça fait quand même déjà un petit peu de temps de vol. Donc c'est pas... Non, ils vont pas jusqu'au Pacifique, non. Ok, on est quand même très loin du pétrel des Desertas. On avait discuté de son cas dans l'émission, qui lui allait faire 1500-2000 km jusqu'à un cyclone proche pour chasser sa nourriture. Et peut-être d'ailleurs qu'il y a une application aussi vis-à-vis justement de ces systèmes cycloniques, et que le pétrel de Desertas, je me souviens plus du tout si on avait parlé de la journée et de la nuit du pétrel, mais ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas une relation qu'on peut établir entre les deux oiseaux. Fine certes, mais peut-être relation. Après, il y a différentes choses, parce que tous les pétrels sont pas forcément les mêmes non plus, hein, c'est vraiment des espèces différentes. Par exemple, ce pétrel-là, ce qui est très marrant, c'est qu'il se base beaucoup sur l'olfaction pour repérer ses proies, en fait. Ce qui est très différent des autres pétrels qui ont plus tendance à se baser sur la lumière. Et en fait, c'est là aussi que vient l'intérêt de ce petit oiseau, c'est que la raison pour laquelle donc il se balade en pleine nuit quand il fait nuit noire, c'est que eux, ils sont capables de repérer leur proie à l'olfaction uniquement. Ils ont pas besoin des yeux, en quelque sorte, pour aller récupérer leurs trucs. Ils les utilisent certainement un petit peu, mais c'est pas l'organe le plus important pour eux pour aller capturer leur proie. Alors que chez d'autres pétrels, eux par contre, ils ne volent généralement que lorsque la lune est de sortie. Alors certes, ce sont des animaux qui se baladent de nuit aussi pour se nourrir, mais uniquement dans des conditions où il y a suffisamment de luminosité pour qu'ils puissent repérer les proies. On suppose d'ailleurs qu'ils se basent sur la bioluminescence de certaines de leurs proies aussi pour les repérer. Et c'est là, en fait, toute la différence entre ces animaux-là et les autres espèces de pétrels, et c'est ce qui en fait une espèce assez incroyable comparée aux autres, avec des adaptations très spécifiques. Eh ben merci Sophie de nous avoir présenté l'Océanite Tempête, ou nous l'avoir représenté, puisqu'on ne sait plus si on l'a évoqué dans l'émission. Avec plaisir. Après avoir traversé les océans, on va traverser le temps. On remonte 40 000 ans dans la seconde partie de l'émission. Ah Sophie, tu sais à quel point j'aime parler d'histoire dans l'émission, c'est un de mes sujets préférés. Parce qu'on a énormément d'intersections quelque part entre le monde des oiseaux et le monde historique, et c'est absolument fascinant. La dernière fois qu'on a parlé d'histoire, on est remonté à l'âge de bronze. Donc l'âge de bronze, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on est aux environs de 1500 avant Jésus-Christ. On avait parlé notamment de pigeons ramiers. Là, comme je l'ai dit, on va remonter beaucoup plus loin, et on va s'arrêter en Allemagne, il y a 40 000 ans, dans les cavernes de Hohlfels. Alors je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas Hohl c'est H-O-H-L-E et Fels c'est F-E-L-S. C'est un site reconnu, très reconnu même, puisque c'est un site qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc pas n'importe quel site qu'on va évoquer aujourd'hui. Et c'est un site qui est très reconnu. Pourquoi ? Eh bien parce que il cache des impressionnantes séries d'art préhistorique, mais aussi des instruments de musique qui datent du Paléolithique supérieur. Et ici, plus précisément, on est, comme je l'ai dit, aux alentours de 40 000 ans, parce que le Paléolithique supérieur s'étale quand même de 50 000 à 10 000 ans avant notre ère, donc c'est beaucoup plus vaste que ça. Là, pour le coup, on est entre 40 000 et 43 000 ans pour les pièces qui ont été trouvées ici. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé justement sur ce site ? Eh ben, des sculptures, voilà, des figurines avec une femme notamment, faite en ivoire de mammouth, ce qui ressemble à des cordes, et une flûte préhistorique, puisque j'ai parlé d'instruments de musique. Mais vous allez me dire... les oiseaux, ils sont où pourquoi tu nous parles de tout ça ? Eh ben, c'est parce qu'en 2001, on a trouvé un oiseau, ou plutôt un morceau d'oiseau, puisqu'on a trouvé son corps, et en 2002, on a trouvé sa tête. Le petit oiseau en question faisait 4,7 cm de long, ce qui correspondrait à la taille d'un colibri d'Anna si on était en ornithologie d'aujourd'hui.
Donc de là à dire que des colibris ont habité l'Europe, il n'y a qu'un pas qui ne sera pas fait dans cette émission, parce que ce n'est pas un oiseau qui existe. Mais on parle d'une sculpture qui a été faite de 4,7 cm. Et c'est une sculpture qui est assez impressionnante, parce que elle est vraiment dissociable des autres animaux que l'on a trouvés en figurine, parce qu'on y voit des yeux, on y voit le bec conique très caractéristique des oiseaux, on y voit la queue et on y voit surtout une petite série de lignes qui représentent les plumes. Et Sophie, cet oiseau, je vais te le montrer en image, vous l'aurez aussi dans les différentes sources de l'émission. Qu'est-ce qu'il t'évoque, cet oiseau, Sophie, qui a donc été réalisé il y a 40 000 ans? Ouh, il est mignon tout plein. Eh oui. Il est mignon tout plein. Oh là là. Alors je sais pas. Une sorte de canard peut-être. Eh ben écoute, si tu réponds canard, tu penses exactement comme Nicolas Conrad, qui dans une publication en 2003 pour Nature avait dit que ça ressemblait soit à un canard, soit à un cormoran. En tout cas, on est sur un oiseau d'eau, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Alors oui. on avait trouvé d'autres sculptures d'animaux, on avait trouvé une sculpture d'ours, on avait trouvé une sculpture de cheval, et on avait aussi trouvé une sculpture mi-homme, mi-lion. Parce que oui, il y a eu des lions en Europe, il fut un temps, le Lion Man, et elle fut décrite à l'époque comme la première figure thérianthrope de l'histoire. Alors thérianthrope, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une figure qui réunit une particularité humaine et une particularité animale. Et puis donc ça c'était lors de sa découverte dans les années au début à la fin des années 30, donc 1900. Et désormais on a trouvé des figures qui sont plus anciennes, notamment en Indonésie, mais reste quand même que c'était une figure absolument extraordinaire qui avait été retrouvée. Mais à la fin du mois de juillet, les archéologues de l'université de Tübingen, auquel appartient justement Nicolas Conrad, ont communiqué la trouvaille de 2 nouvelles pièces extraordinaires, à tel point, Sophie, comme je l'ai dit en préambule de l'émission, qu'ils ont appelé ça la découverte de l'année. Rien que ça, dans un communiqué de presse. Attention. Donc on est en 2025, les archéologues trouvent des petites figurines séparées d'1,50 m l'une de l'autre, qui, elles aussi, ont la forme d'oiseaux, mais je vais revenir sur la particularité de ces figurines d'ici quelques instants. En tout cas, le fait qu'elles soient trouvées très proches l'une de l'autre suggère 2 choses, qu'elles sont du même âge, ou qu'elles ont été forgées par la même personne, ou le même groupe de personnes. Mais la particularité de ces figurines, Sophie, c'est qu'elles sont encore plus petites que la figurine de 4,7 cm que l'on a trouvée précédemment. Incroyable. Puisqu'on est ici sur des figurines de 2 cm de long, Sophie. 2 cm de long, à une époque où la loupe n'a pas été inventée, je le rappelle, à une époque où il n'y a absolument aucun instrument d'optique qui permette justement de voir avec précision ce qui est réalisé, et surtout à une période où la grande majorité des autres figurines qui sont réalisées font entre 3 et 9 cm de long. Et pourtant, malgré leur taille, il y a énormément de motifs qui permettent d'approcher le type d'oiseau, ce qui est assez prodigieux vu la taille, et je vais te les envoyer, Sophie, d'ici quelques instants. Et ce qui est encore plus prodigieux, Sophie, c'est que les animaux sont pas dans des postures, on va dire, un peu statiques, un peu, on va dire, en train de poser ou ce genre de choses-là. Elles sont dans des postures naturelles. Alors, on en a un qui est couché au sol, alors peut-être en train de couver, on ne sait pas trop, et on en a un autre qui est en train de voler, d'atterrir, de décoller, voire d'adopter une posture de parade nuptiale. Alors, quels sont ces oiseaux ? Déjà, je te montre les figurines. Sophie, à quoi tu penses lorsque tu vois ces oiseaux ? J'en conviens, c'est pas forcément la meilleure photo pour représenter leur qualité, mais dis-moi ce que toi tu vois. Limite, alors pas un faisan, mais tu sais un peu un animal
Proche? Ouais, assez proche peut-être. Je vois bien peut-être un coq. Ouais, quelque chose du style, tu vois. Peut-être. Tu te Je rends sais compte, pas, un Sophie, lagopède, que un machin comme ça, peut-être. on analyse des pièces de 2 centimètres de long, C'est qui ont incroyable. 40 000 ans, et tu arrives à conclure à la même chose que les chercheurs, qui pensent qu'il s'agirait pour l'une des figurines d'un lagopède. Alors pourquoi un lagopède? Parce que c'est un oiseau que l'on retrouvait énormément à l'époque dans le secteur et dont les chercheurs ont énormément de matériel. Donc ça accréditerait la thèse de la présence du lagopède. Et pour le second, on est peut-être sur un lagopède, mais on peut aussi penser à un rapace, c'est beaucoup moins certain. En tout cas, tu as démontré, Sophie, par l'expérience, que tu as réussi à identifier ces oiseaux qui, je le rappelle, font la taille d'un ongle. C'est absolument incroyable. extraordinaire. Ah, Incroyable. Oui, ils sont Alors beaux. à quoi pourraient servir ces figurines? Des talismans peut-être, des marqueurs identitaires, peut-être des marqueurs justement d'un groupe social particulier. On ne le sait pas encore, mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que c'est le seul site justement dans cette zone de Hohlfels où on a des oiseaux. On a des figurines d'oiseaux. Parce que dans d'autres sites, on a d'autres animaux. On a des représentations de mammouths, on a des représentations de lions, on a des représentations d'ours, de chevaux, de poissons, de bisons, mais pas d'oiseaux. On a uniquement des oiseaux ici, et c'est pour toutes ces raisons que l'équipe justement de Conrad a considéré cette découverte comme une découverte majeure par la taille de ce qui a été rapporté, par la qualité de ce qui a été rapporté, et par peut-être aussi la réflexion sociale, même si évidemment c'est difficile d'extrapoler autour de ça, qu'ont pu apporter ces différentes pièces, en affirmant, c'est Conrad qui l'affirme, et là pour le coup je cite le communiqué de presse, chacun des 4 sites du patrimoine, parce qu'il y en a 4, ont livré des œuvres d'art figuratives et uniques, et témoigne d'un lien entre le site et son contexte géographique et social spécifique. Et c'est ça le terme spécifique qui est le plus important à retenir ici. Ils sont superbes, hein. Ça y Incroyable, a rien hein. à dire. 40 000 ans quand même, hein. 40 000 ans, les 40 messieurs. 000 ans, ouais. Quand tu vois la qualité de la sculpture, c'est... Non, c'est beau. C'est fou, hein. Et moi, je suis pas capable, je suis pas sûre de faire pareil, moi. Très honnêtement. Je sais honnêtement pas comment tu ferais aujourd'hui sans avoir justement un objet spécifique comme une loupe qui te permettrait de zoomer notamment, de ne pas faire d'erreur sur les contours ou autres. Enfin, c'est absolument prodigieux ce qui nous est montré ici comme pièce, quoi. Bah oui. Donc, ce sera exposé normalement avril prochain, si je dis pas de bêtises. Donc, si jamais vous êtes de passage en Allemagne, alors je sais plus où, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ces 3 figurines d'oiseaux, du coup, puisqu'on a parlé d'oiseaux d'eau, et puis de ce lagopède. Et j'en ai le sourire parce que c'est juste que tu as tellement trouvé l'espèce à la perfection. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça se voit parce que, enfin, bon là vous l'avez pas sur votre écran, mais la manière dont l'oiseau se tient en fait, et puis les plumes à l'arrière, donc parce qu'on voit le trait des plumes qui est fait. Tu vois un peu cette espèce de forme qu'a généralement le lagopède pendant l'hiver, qui est assez fournie, on a vraiment l'impression qu'il a une traîne en fait derrière et ça ressemble un peu à ça. Donc c'est assez incroyable. Non, c'est fou. C'est fou. Et ben voilà, c'est sur cette folie que nous allons nous quitter. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne, on espère que ça vous a plu. On rappelle que toutes les sources sont disponibles en description, donc si vous voulez voir les fameuses photos qu'on a présentées, eh bien elles seront dans des documents fournis dans la description. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez évidemment pas à le partager autour de vous. Il est présent sur toutes les plateformes d'écoute et également sur YouTube, et si vous avez des questions, eh bien
n'hésitez pas à nous les poser également dans la section commentaires sur YouTube. Voilà pour tout ce qu'il y avait à dire de cet épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Enfin, si je suis là, parce que avec mon erreur d'Océanie de Tempête, peut-être que je vais être remplacé, je ne sais pas. Donc, une dans IA, le doute, par une IA adieu. certainement. Voilà.